Les tout derniers numéros de la semaine de votre émission C'est Politique arrivent en ce jour. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Vous nous suivez un peu de partout sur les 24 communes de la ville-province de Kinshasa, de l'autre côté de la rive également au Congo-Brazzaville. Vous nous suivez. Merci de votre attention soutenue, mais également dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes au Congo central, vous êtes à Lomami, à Lubumbashi, à Masisi également, dans la grande province orientale. Merci de votre fidélité et grand merci aux héros dans l'ombre qui nous accompagnent ce matin pour la réalisation, bien évidemment, de cette émission. C'est politique. À présent, nous allons passer par la lecture du journal paru ce matin sur Kinshasa. Nous démarrons avec Forum des As qui titre procès tentative des coups d'État. Le verdict tombe ce vendredi 13 septembre. Des sociétés sous-traitances gagnent des marchés de 73 millions de dollars à 6 communes. Sénateur, non, ça c'est la communication. Zhao Bin, la Chine et la RDC travaillons main dans la main pour réaliser la modernisation et embrasser un avenir meilleur. La mission protestante, ouais, ça c'est la communication, nous allons prendre exclusif RDC, pardon, qui titre retombée du FOCAC 2024 à Beijing, Jinping prochainement en RDC. Suspense autour de cette Kikuni. L'ANR nie avoir séquestré l'opposant dans ses locaux. Secteur bancaire et inclusion financière. Moukoko Samba, la RDC a beaucoup à apprendre du Nigeria. Très bien. Nous allons prendre les tout derniers qui est ici en plateau avec nous. Congo Nouveau qui titre ancien candidat président de la République arrêté depuis 13 jours. L'ANR, cette Kikuni, est-il mort ou vivant? Ça c'est une interrogation du confrère Congo Nouveau. Au sujet d'un article paru à la une, le SG de l'AECO, Le Vert écrit à Congo Nouveau. Ajustement budgétaire, finance, Doudou Fwamba, homme orchestre dans la stabilité macroéconomique observée. Ça, nous l'avons lu, tous réunis pour lutter contre le grand mot de la RDC, des personnalités choisies par la population, pour participer au dialogue national. Ah, ce sujet retentit une fois de plus, le dialogue national porté par Martin Fayoulou. Mon invité va devoir placer aussi un mot, même si ce n'est pas l'ordre du jour. Allez, très bien. Amoro Sandemia, merci d'être là. Toussaint et Dieudonné Massounda, merci de votre fidélité et d'accompagner bien évidemment nos téléspectateurs en plateau. Jusque-là, un confrère, libre penseur, nous le recevons, on l'appelle Dame Zeng. Il est notre invité en ce jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup Christian pour votre invitation. Vous allez bien? Très bien. Une première de vous recevoir en plateau. Oui. Pas une première dans cette émission. Pas du tout une première. Je pense que cette émission, sous le contrôle de notre réalisation, ceux qui nous réalisent l'émission, nous sommes parmi, on va dire, les pionniers de cette émission. On a commencé et aujourd'hui elle prend de l'ampleur. Je suis très très content et puis de l'évolution de 10e heure aujourd'hui. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que la chaîne est toujours entre des bonnes mains, des personnes professionnelles qui font preuve de beaucoup de dextérité dans ce qu'ils font. Et ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Chapeau bas, comme ça, la direction générale, pilotée par monsieur Jean-Pierre Kambaï, qui nous suit certainement depuis sa résidence. Un grand merci également à toute l'équipe administrative qui gère cette grande télé, 10e rue sur Kinshasa. Alors, Danzeng, vous êtes notre invité. Du coup, vous avez un muscle pour l'émission d'aujourd'hui. S'il y en a, comme ça, faites-nous part de ces derniers. Simplement, le désarroi et puis la mort dans l'âme quand on a appris le décès de ce jeune enfant dans une école qui a été poignardé par son camarade de classe. Ça fait très très mal et ça relance le débat de la sécurité scolaire. Vous voyez, nos enfants vont à l'école, mais quelque part on a l'impression que les enfants ne sont pas vraiment très très bien contrôlés.
Vous voyez, contrôler ou sécuriser? Contrôler et sécuriser, je pense que ça va de pair. Il y a une irresponsabilité criante de la part... Contrôler par les parents dans leurs familles respectives et sécurisé par les établissements scolaires. Oui, je pense que la responsabilité à ce niveau-là est partagée entre d'une part les parents, d'autre part les responsables des écoles, en ce sens que les parents aujourd'hui semblent beaucoup plus occupés à chercher à nouer le deux bouts du mois en laissant parfois les enfants évoluer seuls. On n'a pas le temps trop de suivre comment l'enfant évolue à la maison. Or, on oublie que l'enfant est celui qui est notre devenir, notre avenir. L'avenir de l'enfant, c'est l'avenir de tout un pays. Je crois que il est important que cette question soit révélatrice de beaucoup de dysfonctionnements qu'il y a au sein du système parental et même scolaire. C'est pour ça que j'invite même les parents à pouvoir justement chercher à assurer une éducation qui soit équilibrée entre d'une part les enfants et d'autre part ce qu'ils ont comme occupation. Sinon, on peut connaître des situations comme ça un peu souvent et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ça m'a fait penser à ce que nous vivons, ce que nous connaissons aux États-Unis où on apprend qu'un enfant a tué ses élèves, ses collègues dans une salle de classe. Il a tué ses enseignants et ça fait très 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 mal. Aujourd'hui, c'est à Kinshasa. C'est à Kinshasa. Je pense que il faut que la justice soit vraiment très rigoureuse envers, d'une part, l'enfant qui a commis cet acte et d'autre part, les responsables de l'école. Il y a une négligence criante de part et d'autre. Et concernant l'enfant qui a causé la mort à son camarade de l'école, est-ce la justice va-t-elle condamner cet enfant? Oui, il y a tribunal pour enfants. Bien sûr, bon, l'enfant est pénalement irresponsable. Irresponsable? Pénalement, un enfant est irresponsable. Okay. Vous comprenez? Ça veut dire que l'enfant n'est pas appelé à faire la prison. Là vous entrez dans un domaine pédagogique où on nous enseigne que l'enfant, quand il a moins de 10 ans, jusque-là, il réfléchit comme un animal, il n'a pas une conscience en place. Et donc, il est irresponsable devant l'acte qu'il a commis. Bon, la responsabilité de l'enfant, je la situe au niveau de la justice. Okay. Oui. Un enfant, devant les faits infractionnels, l'enfant est pénalement irresponsable. Ça veut dire que l'enfant ne peut pas subir la rigueur de la loi en ce qui concerne une infraction commise. Ce qui est prévu, c'est qu'il y a des tribunaux pour enfants. L'enfant peut être condamné, bien sûr, mais il ne sera pas renvoyé dans des centres de rééducation, des centres pénitentiaires. Il est prévu un centre de rééducation. C'est enfant? Pour enfants. Ça existe à Kinshasa? C'est difficile de dire. C'est une grande question. Oui, c'est difficile de dire. Parce que si l'enfant est condamné aujourd'hui, donc c'est-à-dire il va faire Makala. Oui, c'est vraiment dommage. Il y a des pavillons pour enfants, pavillons pour femmes, tous dans cet enclos de Makala. Et c'est pavillon vraiment... pour enfants, c'est déterminer l'âge de... Quel âge? Bien sûr. De 5 à 17 ans? Oui, bien sûr. Des personnes qui ont moins de 18 ans, ils sont dans le pavillon pour enfants? Pour enfants, bien sûr. Et la vie là-bas est vraiment difficile. Est vraiment très très difficile. Déjà, un enfant n'est pas appelé... Nous protégeons l'avenir et nous voyons que ça sera impossible. Et du coup, ici, il faut interpeller justement les parents et les responsables des établissements scolaires. Il est toujours important de veiller, même surtout aux parents. Quand l'enfant rentre de l'école, à chaque fois, la mère ou soit les responsables de l'enfant doit toujours savoir qu'est-ce qui se retrouve dans les poches de l'enfant. Peut-être qu'il a eu à jeter là quelques objets tranchants. Il est toujours important de surveiller l'uniforme, les sacs. Qu'est-ce qui est dans les sacs? Qu'est-ce que l'enfant a pu placer ou soit qu'est-ce qu'il a mis dans les sacs? Il est toujours important pour éviter pareil cas. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que nous incliner devant cet état des choses. Et ce qui est arrivé doit justement interpeller et les établissements doivent vraiment à tout prix renforcer la sécurité. À chaque fois que les enfants sont venus, il y a toujours les services de gardiennage qui sont là, qui doivent contrôler, veiller, et les professeurs également. Vous voyez, la situation socio-économique, vous le disiez tantôt, dérange, inquiète du fait que
Juste là, nous arrivons jusqu'à un niveau de perdre même des valeurs, jusqu'à tel point que on laisse tout passer et on trouve ça normal. Au-delà de cet état de choses qui est survenu sur Kinshasa, causant mort d'un enfant, vous avez d'autres biscuits? Oui, bien sûr. Je crois que particulièrement, je souhaitais d'abord, je souhaiterais que la commission chargée d'examiner les rapports parlementaires qui est de l'Assemblée nationale soit intraitable vis-à-vis des élus nationaux qui ne déposeront pas les rapports parlementaires parce que la pratique démontre que aujourd'hui des députés nationaux qui vont en vacances parlementaires, ils vont ailleurs que vers leur base, que vers leurs électeurs, recueillir les doléances et les ramener pour justement traiter et rapporter des solutions. Je souhaite que la commission chargée d'examiner les rapports parlementaires soit vraiment intraitable vis-à-vis des députés nationaux. C'est quoi les constats faits sur terrain? Vous avez constaté que la plupart des élus nationaux n'ont pas effectué des descentes dans leur circonscription. Nous sommes journalistes. Ils sont partis ailleurs en vacances? Nous sommes journalistes. Nous constatons que dans la plupart des cas, quand vous visitez, quand vous interrogez les responsables des ETD, notamment par exemple, on va dire les chefs de quartier ou les bourgmestres, ou même les gens qui vivent dans nos quartiers à longueur de journée, il n'y a pas de visite. On ne sait pas venir prendre les doléances de la population à la base. Il n'a qu'à voir comment sont nos routes, dans quelles conditions les gens dorment. Il y a une promiscuité dans certaines parcelles, certains quartiers qui ne disent pas leur nom. Or, c'est le moment de trouver des solutions idéales. Et ces solutions passent notamment par la visite ou la descente sur le terrain des élus du peuple à qui on a donné mandat pour pouvoir nous représenter et chercher des solutions à nos problèmes. Les constats est malheureux, c'est que quand il y a vacances parlementaires, ces députés nationaux, ces élus du peuple ne le font pas, ils sont ailleurs, ils sont dans la distraction, ils sont dans la détente. Dans la distraction? C'est permis. C'est permis pour un député national de prendre des vacances, oui, aussi en famille, c'est permis. Mais il faut commencer d'abord par la base. Il faut aussi du temps pour votre base, pour les gens qui vous ont élus. Il ne faut pas que ça soit une escroquerie électorale. Ça n'est pas intéressant. Voilà pourquoi on a l'impression que, d'une part, il y a un hiatus entre ceux qui sont à l'hémicycle et la population. Parce qu'aujourd'hui, l'image d'un député national, c'est celui d'une personne qui s'engraisse au détriment de la population. C'est ça le plus grand problème. D'où aujourd'hui, les députés nationaux doivent mener un combat de rupture, de travailler leur image, de faire en sorte que un élu du peuple soit vraiment quelqu'un qui soit proche de la population. Comme on le voit ailleurs, un député national, quand il passe, il est adulé, il est acclamé, on le suit, il vit dans la population. Ce qui n'est pas le cas avec une mentalité politique à proscrire et à dénoncer complètement. Très bien, merci beaucoup. Cette émission aussi poursuit. Chers téléspectateurs, à présent, je vais devoir recevoir notre invité qui vient de s'ajouter à nous, Elvis Métier, qu'on ferait également, mais nous le recevons en tant que libre penseur. Elvis, bonjour. Bonjour Chris Mukuna, désolé, toutes mes excuses à ces nombreux téléspectateurs qui donnent confiance et qui placent plutôt leur confiance à la 10e rue télévision, mais aussi à votre émission C'est politique. Je pense que c'est un engagement, c'est aussi un apostolat que nous nous sommes donnés pour venir quand l'appel est fait pour que nous puissions répondre aux devoirs, mais notamment à l'information et à nos analyses pour construire cette nation. Très bien, merci d'être là. Avez-vous un biscuit par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Ouais, ça ne peut pas manquer, mais permettez-moi, je vais quand même commencer avec si je pense la caméra. C'est pas clair. Hein, c'est pas clair. Désolé, bonté divine. Lisez tout simplement. J'aurais voulu à ce que ça puisse vraiment être lu par les téléspectateurs. Allez-y. Vous avez écrit libérer Seth Kikouni. Bien sûr que oui. Suspense autour de l'opposant Seth Kikouni parce que jusqu'à présent, nous sommes sans ignorer que la question sur l'enlèvement du président du parti Piste pour l'émergence. Il y a 13 jours. Il y a 13 jours, jusqu'à aujourd'hui, continue d'effrayer le manchette de la presse. Mais on se pose la question dernièrement, sa famille, mais notamment son épouse, sont partis pour demander si réellement cette Kikouni serait dans les géoles de l'ANER. C'est l'ANER plutôt qui aurait pu avoir cette compétence et cette attribution de pouvoir dire clairement à la famille que cette Kikouni est séquestrée dans ces géoles. Malheureusement, l'ANER a pu répondre à la famille que cette Kikouni n'y est pas.
On se pose la question, où serait Seth Kikouni, parce que ses collaborateurs avec qui ils sont arrêtés étaient tous émenés, merci beaucoup, émenés à l'ANR, mais malheureusement, ils ne se retrouvent pas dans le géant de l'ANR. Mais sinon, la grande question se pose aujourd'hui, est-ce que Seth Kikouni serait mort? Parce que c'est peut-être la seule... Ça fait débat sur... essentiellement, ça ne cesse de défrayer le manchette de la presse. D'aucuns parlent de sa mort, hein, prétendument. Essentiellement. Parce que comment on ne peut pas parler de sa mort, d'autant plus que l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, qui pourrait donner des informations fiables à son arrestation, soit à son enlèvement, c'est dédouane de cette responsabilité. Donc, Seth Kikouni qui est disparu de la nature serait mort. Non, ne dites pas ça, c'est trop fort. Allez, non, mais qu'est-ce qu'on va dire? Laissez-moi vous poser. Sinon, le pouvoir et l'ANR devraient nous revenir pour pouvoir nous donner plus d'éclairage sur son enlèvement. Merci beaucoup. Seth Kikouni est-il arrêté ou enlevé? Seth Kikouni est enlevé parce que s'il faut essentiellement arrêter une personne, il y a la procédure pénale qu'il faut déclencher à son endroit. Et parce que nous avons, peut-être vous avez constaté des faits ou encore des délits à sa charge, vous allez porter plainte et l'autorité judiciaire qui est compétente de pouvoir instruire une procédure contre la personne va devoir lui envoyer une invitation. Si cela n'est pas, fait, peut-être par mesure où son arrestation, sa fuite serait à craindre, on va lui envoyer un mandat d'arrêt provisoire. C'est par là qu'on entre dans la procédure. Donc, Seth Kikouni n'a pas été arrêté. Du coup, il revenait d'une conférence au niveau de l'église protestante au Congo, et en se rendant vers son bureau, il était avec ses collaborateurs. D'ailleurs, il y a monsieur Alain Bolonjoa qui est avec lui ensemble. Après que Alain Bolonjoa puisse sortir, il est resté avec ses collaborateurs pour une petite séance de travail. C'est par là qu'ils sont venus lui enlever. Qui sont venus? Les agents de l'ANR, bien sûr. En tenue civile ou bien? En tenue civile, vous le savez très bien qu'ils opèrent toujours en tenue civile. Mais ici, il y a l'ANR qui nie d'avoir séquestré le... Mais c'est ça la meilleure question, parce que même les agents de l'ANR qui se sont présentés devant le bureau encore, devant Seth Kikouni, lui ont présenté un mandat, sous prétexte qu'il doit les mener au bureau. Mais Seth Kikouni, comme étant un bon patriote, un citoyen, ne pouvait pas résister comme il y avait un mandat, parce que c'était la première des questions qu'il leur a posées. Il est reproché de quoi? Mais c'est tout ça qu'on veut savoir. Et s'il y avait des choses de faire reprocher à Seth Kikouni ne va pas peut-être présenter au moins sa défense au niveau de l'ANR. Parce qu'ils ont juste fait le travail de pouvoir émener devant la juridiction monsieur Seth Kikouni. Ça pourrait essentiellement être envoyé auprès des juridictions compétentes devant son juge naturel pour qu'il soit jugé. Mais c'est la chose qui jusqu'à aujourd'hui, c'est la chose, comment on peut espérer qu'il soit en vie pendant 13 jours? Il n'est pas mort jusque-là. On est sur la planète Terre. Les pays comptent sur lui et donc... À cette ère où les informations coulent comme une vitesse de croisière, nous savons tous que s'il y avait les informations sur Seth Kikouni vivant, nous aurons pu le savoir. Si ce n'est pas par la voie de l'ANR, on aurait peut-être vu ou encore l'entendre auprès de tierces personnes. Mais cela n'y est pas. On ne sait pas où est-ce que c'est trouvé actuellement. Mais c'est qui circule sur les réseaux sociaux n'est que du faux bruit, hein, il faut les reconnaître. Mais qui peut venir démentir ces faux bruits? C'est l'ANR. Vous avez lu et vous lisez dans vos journaux. Qui peut me contredire après tout? Si ce n'est pas moi, mais qu'ils viennent quand même démentir, c'est cette chronique qui se dit déjà dans l'opinion publique. Très bien. Vous avez à dire là-dessus? Oui, un petit mot. Vous savez, la caractéristique d'une rumeur, c'est qu'elle n'a pas de source identifiable. Vous voyez, sous la mort de Seth Kikouni, c'est encore une rumeur parce que nous ne savons pas qui a dit qu'il est mort. Aujourd'hui, personne ne peut nous dire... Et c'est la part d'un faux tweet d'ailleurs, qui a parlé de sa mort, sa prétendue mort. D'ailleurs, il utilisait les conditionnels, c'est ce qui prouve qu'il n'y a pas d'authenticité dans cette information. Moi, j'ai vu les réseaux sociaux être, emballés tous par cette nouvelle. Seth Kikouni serait mort, il serait mort, il serait mort. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore... une vraie information. On n'a pas encore des informations très sûres. Mais ce que le confrère relève est assez capital, en ce sens que Seth Kikouni a été appréhendé avec 2 de ses collaborateurs. Ceux-là ont été relâchés. Je pense que 48 heures ou 72 heures après, ils ont été relâchés par les mêmes, ceux-là qui l'ont interpellé. Alors, les mêmes services disent qu'il n'est pas dans leurs locaux. Ça prête quand même à confusion et ça fait réfléchir. Comment cette information officielle?
C'est là toute la question. Mais en dehors de cela, la procédure, il l'a dit, la procédure, elle est déjà biaisée à l'avance. Si M. Setikuni a commis une infraction quelque part et qu'il est interpellé, il devrait déjà être informé de ce dont on lui reproche. Et sa garde à vue ne devait pas excéder 48 heures. Il devrait entrer directement en contact avec sa famille, sa femme et ses avocats. Voilà, donc ça c'est l'article 18 de la Constitution. Et donc là, nous sommes dans une procédure, on ne comprend pas. Est-ce que l'ANER a pour mission d'interpeller les gens? Si l'ANER interpelle les gens, c'est quoi la mission de la police ou encore des services voilà, c'est ça, ce sont les questions qu'on se pose. Très bien, merci beaucoup. Voilà pourquoi nous devons essentiellement conclure que Setikuni à l'heure actuelle est mort. Peut-être qu'il va ressusciter À l'heure actuelle, il est mort. Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Nous sommes à la télé quand même. Il y a sa femme qui vous suit, vous pouvez pas dire. Sa femme me suit essentiellement, c'est cette femme qui a entendu dans ses propres oreilles auprès d'autorités de l'ANR que son homme ne se retrouve pas dans ses géoles. Cela ne veut pas dire qu'il est mort. Mais il serait où? Sur une autre planète? Laissez les services faire leur travail. Mais ces services c'est ça que nous pouvons demander. Mais ces services laissons les services faire leur travail. Bon, peut-être que la police viendra nous dire un fait contraire. Par exemple. Merci. Mais il ne faut pas dire qu'il est mort. C'est pas intéressant. Alors, nous allons changer des sujets à présent. Allez, tantôt, je l'ai lu, tous réunis pour lutter contre les grands mots de la RDC, des personnalités choisies par la population pour participer au dialogue national. Déjà, vous envisagez ces dialogues, Martin Fayulu qui monte au créneau justement pour parler de la cohésion nationale. Est-ce cette cohésion, à l'ère actuelle, manque au sein de la classe politique ou soit de notre pays, la République démocratique du Congo? Bon, vous savez, le dialogue est une vertu de la démocratie. Dans une démocratie, le dialogue est une vertu, comme je l'ai dit. C'est permis de dialoguer pour pouvoir lever certaines dissensions. Bon, l'objectif ou les objectifs de ces dialogues doivent être définis. Je suis un partisan du dialogue, oui, bien sûr. Mais dialoguer avec qui, autour de quoi, pour arriver à quoi? C'est la question que je me pose. Martin Fayulu parle de la cohésion nationale. Oui, cohésion nationale, peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Mais quelles sont les conclusions qui peuvent faire en sorte que les Congolais aujourd'hui soient dans la cohésion nationale? C'est ça la question. À quelle résolution peut-on aboutir? À quelle décision on peut aboutir qui peuvent ramener les gens à la cohésion nationale? La deuxième chose. Les Congolais sont habitués au dialogue, aux concertations, aux échanges, aux discussions. On l'a vécu plusieurs fois sous Kabila, on l'a vécu sous Mobutu, sous la forme de conférence nationale souveraine. Mais les problèmes qui se posent souvent, c'est justement la mise en application de ce qu'on décide ensemble. Des résolutions? Des résolutions qu'on décide ensemble. Vous allez vous rendre compte que la conférence nationale souveraine de 1992, les résolutions issues de la conférence nationale souveraine n'ont jamais été appliquées à ce jour. C'est ce qui a fait que le processus démocratique qui était censé rentrer déjà sous les rails en République démocratique du Congo, au Zaïre à l'époque, n'a pas pris corps, n'a pas été effectif. C'est le non-respect des engagements. Qu'est-ce qui nous dit aujourd'hui que, d'une part, le pouvoir, si on convoquait un dialogue, que les résolutions seront totalement respectées? Là également, il y a la question. Vous voyez, le dialogue peut être oui, mais il y a pour beaucoup... Quelle finalité? Pour quelle finalité? Pour arriver à quoi exactement? Et quels seront les bénéficiaires exacts de ce dialogue? Est-ce le peuple ou les acteurs politiques? C'est ça la question aussi. Qui prendra part à ces dialogues? Voilà les questions qu'il faut qu'on nous indique. Les artistes et musiciens? Nous avons interrogé quelques politiques ici, ils ont répondu caduc que non. Le musicien, eux, ne peuvent pas prendre part au dialogue. Je vais poser la question. Et nous, journalistes, nous sommes toujours exclus quand il y a une question qui engage la République. Pourquoi ne pas faire participer aussi les journalistes, les hommes des médias, et on parle également. Ça serait intéressant qu'on parle aussi de nos problèmes, de ce qui se passe. Parce que du fait qu'on laisse toujours les politiques prendre le devant, du coup, nous avons toujours des résultats qui de fois, ça laisse à désirer. Hein. Permettez-moi de le dire ainsi. Nous avons suivi, nous n'avons pas suivi, mais nous avons vécu les dialogues déjà.
au Sun City, ça a débauché à ce que nous avons vu au pays, et par la suite, Eden Kojo qui arrive avec son dialogue des Kanchach. Voilà. Là-bas, il n'y avait pas eu consensus, justement, et par après, c'était le dialogue de la Senko avec les hommes maintenus, hein, permettez-moi de le dire ici, et les accords trouvés à ces dialogues continuent à souffrir jusqu'à présent. Et aujourd'hui, Fayoulou s'élève pour relancer la discussion justement autour de la nation. Quel constat a-t-il fait? Il a constaté que déjà, la classe politique n'est pas en commun, il ne partage plus une même idée. Est-ce que les idées déjà sont autour de 2028 l'après Tshisekedi, ce n'est pas dans ce sens que Martin Fayoulou veut justement recadrer les tirs et tracer son chemin pour 2028. Peut-être bien, mais je crois qu'il y a peut-être il y a des questions des questions qui sont irrésolues jusque-là, qui concernent la nation, la question politique. Par exemple, la question de la CENI fait toujours grand bruit. On a toujours connu le même problème, qu'on soit en 2006, en 2011, 2018 et 2023 jusqu'aujourd'hui, on a toujours connu les mêmes problèmes, les mêmes contestations. C'est l'indépendance de la CENI. Les contestations, c'est un peu partout. Les animateurs. Il y a des contestations. Oui, mais bien sûr, chez nous, c'est devenu récurrent et ça aboutit toujours à la même réalité. Vous avez une jeune démocratie, surtout électorale. Bien sûr, c'est une jeune démocratie. Voilà pourquoi il faut la peaufiner, il faut la faire, il faut qu'elle grandisse, il faut qu'elle devienne forte, il faut qu'elle mûrisse. Vous voyez, je crois que il faudrait plus qu'on revienne sur les erreurs du passé. Il faudrait que nous sachions avancer parce que on a l'impression que voyez-vous les politiques penser ainsi, de ne plus commettre les erreurs du passé. Tshisekedi l'a dit lors des prestations de serment, il a dit qu'on ne va plus commettre les erreurs du passé. Et du coup, nous sommes en train de voir que ces erreurs sont reproduites 2 fois plus que par les passés. Bon, les erreurs du passé, apparemment c'est plus ou moins un slogan, mais le plus important pour les Congolais, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est de continuer toujours à croire aux acteurs politiques qui sont là pour leurs propres intérêts, les intérêts égoïstes, les intérêts personnels? Il faut définir un cadre pour savoir dans quelle mesure notre pays peut finalement commencer à évoluer, à aller de l'avant. J'entends parler, les gens pensent que ce pays va changer sur un coup de baguette magique. Ce pays va changer parce qu'on aura un président fort. On aura on aura un homme qui viendra nous libérer comme Jésus est venu libérer les peuples juifs. Non. La question nationale concerne tous les peuples congolais. Vous, moi, lui, tout le monde y compris. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si les peuples ne s'approprient pas le combat du changement radical de notre pays, je vous assure que nous continuerons à souffrir, à rester. Vous voyez ailleurs, les gens ont une mentalité... Je chute. Nous devons copier ce qui est bon chez les autres. Aujourd'hui, si l'Afrique du Sud est un pays qui est bien classé au niveau africain, même mondial, qui a un PIB qui est en pleine croissance, qui a un cadre macroéconomique totalement attrayant, pourquoi les Sud-Africains se sont battus? Ils se sont levés. Mais malheureusement, au Congo, on a l'impression que tout le monde est démissionnaire. Que ce soit le peuple comme les dirigeants. Personne ne s'intéresse. Mais j'ai l'impression que tout le monde est missionnaire. La vision, la pensée d'un Congolais, d'un jeune Congolais, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est de rester au pays, bâtir sa vie au pays? Est-ce que vous avez cette vision-là, vous, monsieur Chris Mukuna, de rester ici au Congo, de bâtir votre vie, d'élever vos enfants au Congo? Très peu de gens penseraient comme vous si vous êtes dans ce cas-là. Beaucoup de Congolais aujourd'hui imaginent leur devenir, leur avenir ailleurs. Leur avenir aux États-Unis, au Canada, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud ou ailleurs. Où placer les conséquences? Les conséquences, c'est ce que nous vivons chaque jour. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant, on n'a pas de route, on n'a rien. Il n'y a pas la sécurité totale? On n'a rien en fait. On n'a rien. On est au pandémonium, comme on peut dire. Mais nous sommes un État qui ne devrait manquer de rien. Ce n'est pas possible. Très bien. Allez, Elvis, vous avez la parole. Cette question de parler ensemble, la cohésion nationale, pourquoi Martin Fayoulou, un grand opposant, lui qui, par le passé, avait des propos aussi durs en face du régime en place, il a traité Tshisekedi de tout mot. Bon, les temps est révolu. À présent, l'homme veut à tout prix parler avec les dirigeants congolais
Pour quelle finalité? Est-ce aujourd'hui, y a-t-il nécessité de parler ensemble? Chris Mukuna, mine de rien, je ne vais pas peut-être dire que Martin Fayulu veut à tout prix et qu'il y ait un dialogue autour des dirigeants, mais notamment de soit un cadre de concertation entre les forces sociales et politiques. Mais tout ce qui paraît un peu normal à la fois, pour des raisons politiques, Martin Fayulu, sa démarche, elle est bonne. Pourquoi est-ce que ça doit être bonne? Parce qu'il y a aussi une question de la décrispation politique. Très bien. Et cette question, peut-être que pourra amener les gens ou les politiques à pouvoir sortir de cette notion de la violation de droits, et surtout en matière de l'opposition, ou encore dans le cadre régissant l'opposition, une classe de l'opposition politique. Aujourd'hui, vous êtes les défenseurs des opposants. Ce n'est même pas ça. Nous sommes justement une voix des sans-voix, et ceux qui sont en prison, par moment, nous devons aussi dire qu'ils sont des citoyens comme nous et doivent recouvrir leur liberté. Et pourquoi si et seulement si. Fayulu appelle au dialogue? Pourquoi? C'est la grande question. Fayulu a fait quoi? Pourquoi il appelle au dialogue? Bon, en fait, Fayulu ne peut qu'appeler au dialogue, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a deux niveaux, deux dimensions. Qu'est-ce qu'il a constaté? La première dimension, je dis, c'est politique. Pourquoi? Parce que ça doit aussi profiter à ce prisonnier politique qui, par moment, bien sûr, il y a comme par exemple Jean-Marc Kaboun. Oh, Jean-Marc Kaboun, on les salue depuis la prison. Il y a Mike, pas évadé, hein, il y a Mike Moukebaï. Ça profiterait à Mike Moukebaï également. Ça profiterait à ceux-là aussi qui vient de s'ajouter à la liste. Mais moi, je précise que cette Kikoun est mort. Non, faut pas. Non. Arrêtez d'affirmer de telles choses. Mais le simple paradoxe qu'on peut apporter à ces sujets ou à ces faits... Fermons la parenthèse, parlons des Fayulu. Heureusement, on doit avancer. Donc l'ANER doit venir nous donner plus d'éclairages par rapport à ces sujets. Il ne va pas vous donner, vous. Mais comment vous avez dit... On n'a pas dit le contraire. Mais si travailler bien est aussi synonyme de faire disparaître quelqu'un de la nature, c'est aussi restreindre la liberté des autres. Allez, répondez à la question. Merci beaucoup, je vais avancer. Je parle de cette notion politique où ça profiterait à ces prisonniers-là de pouvoir quand même recouvrir leur liberté, de se réunir ou de se rassembler autour d'une table pour parler nation, pour parler développement et pour parler des demain de la RDC. Parce que vous êtes sans ignorer, vous venez de le dire tantôt, le chef de l'État avait fait des promesses qui jusqu'à aujourd'hui peinent à pouvoir se réaliser, à s'exécuter. Ces actions jusqu'à aujourd'hui, la population ne voit pas vraiment l'impact de l'élection de Tshisekedi à la tête de la nation depuis le premier mandat jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous pousse à dire tout ça? Mais ça ne me pousse pas. Nous faisons le micro-baladeur avec vous, nous faisons des éléments. Aujourd'hui, chaque jour, dans nos conducteurs, les éléments qui passent, la population ne s'arrête pas de pouvoir décrier ou faire des SOS, faire passer des cris d'alarme. C'est-à-dire les conditions ne sont pas améliorées. Les sociales continuent toujours à poser problème. Quand je parle des... Prenez comme vous voulez, mais sauf que les conditions d'une manière générale de la population... C'est une question que je vous pose. C'est ce que je dis. Les sociales continuent Moi, je parle des conditions, à la fois sociales, à la fois économiques, j'essaie moi encore... Parce que d'abord, dans le social, il y a tout. Ce sont ces conditions dont nous faisons allusion ici. Et deuxièmement, nous devrions partir de cette dimension que si Martin Fayulu appelait au dialogue, de pouvoir comprendre est-ce que ce dialogue a une dimension aussi sociale que vous avez d'ailleurs dévancé avant mon allocution. Pourquoi est-ce que nous devons analyser ça de cette façon sociale? Est-ce que ça courait justement aux intérêts de la famille politique de Martin Fayulu ou à ses protagonistes? C'est aussi une action que nous devons mettre à comprendre l'élément intentionnel du pourquoi est-ce que Martin Fayulu doit savoir, encore doit appeler à entreprendre ces démarches pour aboutir à un dialogue. N'est-ce pas pour présenter ces réformes proposées il y a quelques années passées? Mais les réformes de Kisangani, si je ne m'abuse pas, j'ai reçu une fois le professeur de Kitoko m'en a parlé. Je ne pense pas que... Des très bonnes réformes louées même par le président de la République. Des très bonnes réformes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà une façon de penser que Martin Fayulu ne prendra pas le pouvoir par la voie des élections ou encore ne serait pas un jour au président de la République pour pouvoir apporter ces réformes dans son gouvernement? Si tout est possible, il doit encore attendre et espérer qu'un jour, quand les élections auront lieu, il va postuler encore une fois. S'il aura la confiance de la population, il peut être élu et mettre en place son plan. Parce que c'est tout un plan quinquennal.
Je ne pense pas que déjà à mi-mandat ou encore mi-parcours ou encore, pendant que le chef de l'État peine à faire décoller son mandat aujourd'hui, qu'il apporte ces réformes pour qu'il y ait un changement de la vie sociale de la population. Vous allez chuter. Je pense que cette histoire devait interpeller nous, la population, de savoir que si on ne peut pas compter aux acteurs politiques, nous devons quand même croire à ce que la population congolaise est capable de faire. Nous devons parfois ne pas permettre à ce que les choses qui se sont faites avant, vous avez évoqué le cas peut-être de la mission de bons offices d'Eden Kodjo et j'en passe, et surtout de prélats catholiques. Et si j'estime bien, et même des personnes qui ont était peut-être, qui avait la mission de pouvoir bien amener ces choses pour qu'il y ait essentiellement la continuité ou la pérennisation des actions déjà entreprises à l'avant dans ces pourparlers n'ont pas abouti aujourd'hui. Combien à plus forte raison qu'on peut espérer que ce qu'ils vont discuter ensemble va aboutir pour l'intérêt de la population. Donc c'est cette question que nous devons retenir en tête et à la fois quand nous devons donner la réponse et réclamer ce qui nous revient de droit comme peuple et comme ceux qui devraient essentiellement être bien dirigés par ces politiques. Très bien. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À présent, nous allons prendre la première thématique. Il s'agit comme ça de cet article qui fait débat justement au niveau des chambres du Parlement. Laissez-moi vous lire. Les deux importantes institutions législatives du pays, l'Assemblée nationale et le Sénat, ne disposent pas de sièges propres depuis qu'elle existe. Elle fonctionne dans l'enceinte du Palais du Peuple, une bâtisse construite pendant la Deuxième République grâce à la coopération chinoise à des fins autres que celles des activités politiques. Pour la Chambre basse du Parlement, depuis la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale jusqu'à l'avènement de l'AFDL, en passant par la longue Deuxième République moboutiste, les députés nationaux siègent au Palais de la Nation. C'est dans cette salle mythique qu'il y a eu la cérémonie d'indépendance 30 juin 1960, d'où cette appellation après la commémorable conférence nationale souveraine, CNSS, le Haut Conseil de la République, machin, tout ça, la grande salle des banquets, la salle des congrès, et celle des spectacles ne sont plus utilisées comme l'étaient après leur inauguration. Dan, vous avez la parole. Aujourd'hui, le palais du peuple est prouvé de ce peuple. Aujourd'hui, le peuple n'a plus accès à son palais. Pourquoi? Parce que il siège le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, y a-t-il nécessité aujourd'hui que ces deux institutions aient leur propre siège à l'heure où nous sommes? Bien sûr. Je vais répondre à votre question en plusieurs volets. Allez-y. Je commence par l'aspect historique. Ce palais a été construit sous le maréchal par la coopération sino-congolaise. Elle n'avait pas, comme vous l'avez dit, vocation d'abriter les institutions. Les activités politiques. Non, pas du tout. C'était un palais culturel, du peuple, on peut le dire. culturel. Il y a même des salles de spectacle, tout ça. Exact. Alors, c'est pour des raisons Le manque des infrastructures. de manque des infrastructures, peut-être aussi de protection, hein, parce que cet immeuble est vraiment bien protégé. Hein, vous voyez, la façon dont on l'a construit, c'est vraiment difficile qu'il puisse être assiégé. Or, comment dire, le Sénat et l'Assemblée nationale sont deux chambres législatives, et quand les plénières sont publiques, quand les plénières sont retransmises à la télévision, il peut y avoir des questions qui peuvent soulever polémique, et il peut être assiégé. C'est pas la première. On a déjà plusieurs fois le palais du peuple être assiégé par des manifestants pour dénoncer quoi que ce soit. Donc c'est dans un cadre plus ou moins sécuritaire. Hein. Je crois que il est facile d'être sécurisé dans cet immeuble-là. Mais ça n'empêche pas qu'il se réunisse un peu ailleurs. Un peu ailleurs. C'est possible. Il faille trouver un cadre alors. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi je disais que je vais évoquer votre question sur plusieurs volets. Ça, c'est le premier volet, le volet historique. Le second volet, je parlerai plutôt du volet de désengorgement de la ville de Kinshasa, particulièrement, on va dire même de Lukunga. On a l'impression que la plupart des institutions politiques de notre pays sont, pour la plupart, à Lukunga. Lukunga, c'est cette circonscription électorale. Lingwala, Gombe, Ngaliema, je crois Kinshasa aussi. Kinshasa aussi, voilà.
Barumbo également. La plupart de nos institutions sont dans ce précaré-là. Vous voyez? Et ça, c'est depuis l'époque coloniale. Exact. Vous voyez? Ce qui fait que même l'administration est en ville. La DGRA, par exemple, la DGD, la DGI, la DGDA, l'Office de route, la plupart de nos institutions politiques et même sociales sont à Gombe. Vous voyez? Je pense que c'est le moment aujourd'hui de penser au désengorgement de ce précaré-là. On n'a pas besoin de voir les gens quitter chaque jour Tchangou pour la Gombe, venir travailler. Ngaliema pour la Gombe, Mongafula pour la Gombe. Ça fait que ça crée même des embouteillages. Tout Kinshasa va vers Gombe chaque matin. En tout cas, le gros lot des travailleurs de Kinshasa va vers Gombe. Même les petits travailleurs, les petits commerçants, ils créent de petites boutiques là-bas parce qu'ils savent que c'est là que c'est le centre des activités. Tout le monde va vers Gombe. Et ça fait que entre 7h et 10h, il y a un embouteillage monstrueux. Et au-delà de 10h à 15h pratiquement, la voie est dégagée. Voilà. La voie il n'y a presque plus personne. Tout le monde dans son bureau est en train de travailler. À partir de 16h, 17h. 16h, vous voyez, les gens commencent à se remplir déjà au carrefour. Ça veut dire que c'est déjà l'heure de pointe. Chacun veut rentrer chez lui. Ce sont les mêmes canaux de communication qu'on emprunte pour retourner à la maison. C'est ça la difficulté. Or, aujourd'hui, il faut repenser Kinshasa. Kinshasa, même ce qu'on nous vivons à Makala, 15 000 détenus. On n'a pas repensé un autre Congo. On n'a pas repensé l'urbanisation de la capitale. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous exportons aujourd'hui, c'est ce que les Belges nous ont laissé. Et c'est triste. Mais quand même, il faut par ailleurs saluer les efforts fournis par Kabila, même si ces derniers ne m'ont jamais plu. Mais quand même, il a pensé ramener quelques ministères jusqu'au niveau de... C'est Lingwala vers Tembe na Tembe. Quelques ministères sont là. Tout à fait. Et voilà, c'est déjà dans cette optique qu'il voyait les choses pour désengorger justement Gombe et Lukunga, comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Tout ce qui est bien fait est à saluer. Tout ce qu'a fait Mobutu de bon, il faut capitaliser. Tout ce qu'a fait Kabila de bon, il faut capitaliser. Tout ce qui est bien fait, il faut capitaliser. Tout ce qui est mal, il faut rejeter. Il ne faut jamais voir que des mauvaises choses. Mais aujourd'hui, le constat fait que Kinshasa est occupé à 20%. Et si Matata avait, par exemple, construit l'immeuble intelligent à Maluku, par exemple? Voilà, ça aurait été important, mais construire un immeuble, c'est bien, mais aussi des voies de communication pérennes qui permettraient à ce que les gens puissent arriver facilement là-bas. Vous voyez, on a un problème sérieux de construction. Je l'ai dit tantôt, Kinshasa est occupé à 20% seulement. Dans tout ce que nous occupons là, c'est 20%. Il y a 80% qui est inoccupé. C'est la brousse. C'est presque pas occupé. Voyez-vous, les autorités congolaises y pensaient justement pour désengorger quelques communes déjà saturées. C'est ça même les termes qu'il faut utiliser. Mais c'est même pas saturé, c'est au-delà de la saturation. Oh. Au-delà de la saturation. Mais je vous jure, on a atteint le point de non-retour. Ça veut dire qu'il y a des parcelles, quand vous entrez, vous avez l'impression que vous entrez... C'est comme un village, hein? C'est un petit village, pratiquement. Très bien, la parole va devoir tourner. Allez, Elvis, vous allez réagir justement à cette grande question des deux institutions de la République. Nous parlons du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je continue avec cette information à ces propos. En 2006, lorsqu'il était speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe avait conçu un tel projet, une maquette irrélative, avait même été affiché dans les halles du Palais du Peuple. Malheureusement, comme il est de coutume en RDC, après sa défenestration par les extrémistes du PPRD, le dit projet n'a pas survécu. Entre-temps, le besoin en locaux de l'Assemblée nationale allant croissant le différent bureau au lieu de résoudre les fonds de la question en ressuscitant le projet Kamerhe. Est-ce qu'aujourd'hui, Kamerhe va reprendre avec ces dossiers justement pour doter de ces deux chambres leurs sièges respectifs? Je pense que c'est son initiative, mais déjà depuis 2006, si l'idée y avait, je salue aussi son esprit managérial de pouvoir faire changer la donne. Puisque vous le savez, en RDC, nous avons toujours l'habitude de créer la routine, puisque depuis que les Belges nous ont laissé, c'est que nous avons comme héritage
tout ce que nous savons faire, c'est pouvoir engorger la ville de Kinshasa avec des immeubles, de l'argent pris par le trésor public. Non, n'hésite pas, ça c'est trop. Mais c'est vrai, Chris Mukuna. Oh, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y a des hommes d'affaires qui construisent également avec les... Des hommes d'affaires, mais si vous regardez essentiellement, nous avons vécu Kinshasa depuis Belle Lurette, on va voir les longs dans lesquels se construisaient les immeubles. Aujourd'hui, c'est totalement une autre perception de voir les choses. Très bien. Et ça a changé totalement la façon. Vous allez voir un immeuble qui, peut-être, le plan a été affiché en mars, en mai, l'immeuble de 5 niveaux fini. Vous vous posez la question, mais par quelle magie? C'est la nouvelle technologie. Mais bien avant, ces commerçants que vous faites allusion, que ce soit un diamantifère. On l'appelle diamantifère ou diamantaire? Diamantaire. Merci beaucoup. Ce diamantaire va commencer à pas de tortue, aller de longue haleine, jusqu'à ce que vous allez même voir, il va loger le locataire dans le premier niveau, justement pour avoir des revenus encore dessous, pour aller avec la construction du haut. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a même ceux qui vendaient le gratte-ciel dans le but de pouvoir, parce que comment il peut avoir cette possibilité? Oui, je reviens avec l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. J'étais en train de dire, mais notamment, je vais emprunter le volet du confrère Dan, parce que c'est tellement pertinent de pouvoir soulever cette question. Depuis l'époque belge, ce que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui est resté. C'est-à-dire, on peut atteindre le centre de Kinshasa qu'avec 2 voies. Si peut-être qu'on peut ajouter cette 3 voies, la route universitaire et le boulevard Lumumba. Surtout, le grand problème reste ceux qui habitent. Vous voulez parler de l'avenue Sendoué jusqu'au niveau du triomphal? Mais je parle du boulevard du 30 juin. Pardon, boulevard Lumumba, c'est ce que j'allais dire. Et qui s'emprunte jusqu'à arriver au boulevard du 30 juin. C'est-à-dire, déjà, quand vous arrivez au boulevard du 30 juin, c'est le centre de Kinshasa. Exact. Et on commence par là jusqu'à arriver sur le boulevard Lumumba pour aller vers Sozakom ou encore la gare centrale. Mais la gare centrale, en principe, ce n'est plus le centre de Kinshasa. Or, le centre commence du boulevard Lumumba jusqu'à atteindre du côté Sozakom. Et déjà, dans ces sphères-là, vous allez regarder, quand il y a essentiellement un problème de désengorgement, et jusqu'à aujourd'hui, comme il a cité la circonscription de Lukunga, on pourra encore citer une autre circonscription qui jusqu'à aujourd'hui demeure très polluée par la population. Mais c'est ça aussi les cas qui nous amènent à pouvoir constater tous ces problèmes des inondations et autres choses. Parce que même s'il y avait l'étude a été faite par les Belges, bien établie et bien faite. Mais aujourd'hui, quand on passe de ces cas été faits comme étude, on amène plutôt une autre expertise contraire à ces cas étaient déjà faits. Vous allez voir que nous contredisons même le langage de la science et de la connaissance. Okay. Devant la structure encore l'urbanisation, quand il faut construire là, il faut construire 20 maisons. Nous venons ajouter... Ça peut même rigoler avec le problème de la prison centrale de Makala. Vous allez voir que tout ça revient au même. Un lieu qui a été prévu... Est-ce qu'il faut refaire Kinshasa? Refaire Kinshasa, mais ailleurs, en dehors de Kinshasa. Parce que nous avons l'impression de comprendre savoir Kinshasa. Vers Maluku au moins quand même. Mais c'est déjà l'impression que nous avons. Parce que Kinshasa est peut-être la circonscription de Lukunga. Si on peut ajouter encore un peu Lufuna avec Mandal et autres, c'est ce que nous avons comme impression. Or, Maluku, Ntsele, Biboua, que sais-je encore, sont compris comme étant des communes qui sont en dehors de Kinshasa. Mais c'est ça, mon frère. Qu'est-ce Mukuna? Ceux qui sont à Maluku n'ont qu'une seule voie pour atteindre Kinshasa. Et cette voie, c'est le boulevard Lumumba. Exact. Et ceux qui sont à Massina, pour atteindre la province du Bandundu, n'ont qu'une seule voie, le boulevard Lumumba. Comment pourriez-vous dire qu'il y a une autre avenue ou voie qui relie Gombe à Maluku? Si ce n'est que le boulevard Lumumba. Donc, nous avons comme l'impression que ceux qui habitent loin de Kinshasa ne sont pas dans la vie province de Kinshasa. C'est la raison même que le gouvernement devait battre les efforts et battre le fer pour qu'il puisse doter de ceux qui sortent de ces côtés-là. Mais j'ai quand même cette idée parce qu'il y avait la gare qui permettait de pouvoir emprunter le train de la commune de Massina jusqu'à atteindre la gare centrale. Ce qui n'y est pas aujourd'hui. Donc, vous voyez comment est-ce que notre
Le gouvernement a vraiment du travail à faire. Est-ce qu'il y a-t-il nécessité à ce jour de doter des deux chambres du Parlement leur propre siège? C'est vraiment nécessaire, ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que ce qui est, d'abord, ça s'appelle déjà le palais du peuple. C'est-à-dire, l'objectif pour lequel il a été construit n'est pas essentiellement d'abriter les institutions de la République. Un lieu de spectacle, et autre chose. Des concerts des Aïko Langalanga, et ça m'écoeure, jazz et tout ce qui va avec. On ne peut pas il y avait des activités culturelles, mais à présent, ça ne prend plus lieu de ce côté parce que l'endroit est devenu trop politique. Hein? Peut-être depuis qu'il y a eu l'avènement du musée national, c'est la raison peut-être qu'ils ont oublié qu'il fallait construire ou qu'il faille construire des institutions propres. Pardon, des édifices propres aux institutions de la République comme l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais vraiment, c'est une question pertinente que le gouvernement doit essentiellement s'y pencher pour que nous puissions avoir les édifices et les infrastructures dignes de nos institutions. Très bien. Allez, Dan, vous allez quand même placer un mot par rapport à la voirie urbaine à Kinshasa. Déjà, c'est la saison pluvieuse. On ne sait pas comprendre avec l'état actuel de route sur Kinshasa. Est-ce qu'on saura tenir par rapport à cette période? Vous le savez bien, le gouvernement Bumba venait d'être installé il y a quelques jours qui se sont mis au travail. Est-ce que l'homme sera en mesure justement de réunir les moyens possibles pour devoir construire et réhabiliter certaines routes sur Kinshasa qui sont dans un état de délabrement très avancé? Non, Bumba d'abord, permettez que je puisse apporter une petite correction. Bumba a été installé il y a presque 2 mois déjà qu'il a été installé. 2 mois, oui, j'ai dit quelques jours. Oui. Voilà. Déjà, ça fait presque 2 mois. Et en 2 mois, c'est 60 jours. On devrait déjà s'attendre aux résultats palpables? Non, pas encore. Mais on devrait déjà voir quelque chose. Les travaux peut-être déjà commencé. Il a commencé avec l'assainissement de la ville quand même. Il a réuni les jeunes militaires de FARDC qui sont justement en train d'accompagner ces grands projets de Kinshasa Zobonga. Je ne sais pas si on a l'intelligence dans la gestion de la chose publique. Je ne sais pas. Je me pose des questions. J'ai comme l'impression que il n'y a pas d'intelligence dans la gestion de la chose publique. Comment ça? Vous savez, nous sommes un État qui prend la forme d'un État décentralisé. Bien qu'on est dans une forme plus ou moins régionalisée et décentralisée, on est plus ou moins dans une forme mixte où d'une part les régionalismes et d'autre part la décentralisation. Vous voyez, Kinshasa, c'est une province, c'est pas vraiment une province, c'est une ville qui a statut de province. Ok. Une ville-province. C'est pas vraiment une ville-province. Non, c'est une ville-province. J'aimerais corriger ça. Parce que trop de gens nous ont induit en erreur. Même les enfants qui nous suivent à l'école, Kinshasa n'est pas une ville-province. Kinshasa est une ville qui a statut de province. C'est différent. Il y a une nuance. Et cette nuance-là, on va la préciser au cours de l'émission. Permettez-moi d'ouvrir une brèche. Nous sommes déjà à la fin. On est à la fin. Permettez-moi d'ouvrir une brèche. Il y a des rumeurs qui ont circulé, selon lesquelles le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, ne voudrait pas des filles ou des femmes, des collègues filles, des collègues femmes dans la cellule de communication. Nous avons appris ça. Ça nous a quand même écœuré parce que nous disons, cet homme-là, parce que moi j'ai connu le professeur Chilumbaï il y a très longtemps. Je connais l'homme, c'est un homme, en tout cas, parmi les personnes irréprochables dans la classe politique congolaise. Ça m'a écœuré. Je suis allé sur place à l'Assemblée nationale vérifier l'information. Est-ce que cela est vrai? J'ai toqué à la porte de son cabinet. J'ai vérifié. Dans son cabinet, il y a des femmes à tous les niveaux. Ce soit au niveau de la sécurité, il y a des femmes. Au niveau du protocole, il y a des femmes. La réception, il y a des femmes. L'administration, il y a des femmes. Ça veut dire que le professeur Chilumbaï, on peut même dire que les femmes sont plus nombreuses dans son cabinet que les hommes. Alors, je me suis posé la question, pourquoi c'est un fox alors? C'est un tox contre une personne qui se bat pour non seulement rencontrer la vision du chef de l'État, mais aussi faire en sorte que les Congolais se retrouvent dans l'action de l'Assemblée nationale. Je me suis rendu compte qu'il y a des journalistes, il y a un groupe de journalistes mafieux qui sont à l'Assemblée nationale, qui veulent en sorte que, permettez que je termine simplement, qui sont en train de soudoyer les hommes politiques, des grandes personnalités. Ils vont vous faire chanter
pour obtenir un gain. C'est comme des gens qui prennent la parole sur la place publique, qui vous font chanter pour que vous ayez peur, vous dites, oh non, je vous appelle, je vous donne de l'argent. C'est une pratique mafieuse que je dénonce ici. Ce qui s'adonne à ces genres de pratiques dans la profession risque de subir la rigueur de la loi parce que nous sommes dans un état de droit. J'en profite pour également... Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes à la fin. 30 secondes, pardon. J'en profite pour souhaiter un très bel anniversaire au professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï. En ce jour, aujourd'hui, le 13 septembre 2024, cher professeur, le professeur Chilumbaï donc fête son anniversaire, un homme sur qui beaucoup de Congolais comptent. Il est dans l'UDPS, mais en tout cas, il est parmi ceux qui font la fierté, qui se démarquent. On l'a jamais suivi dans un scandale. Jamais. C'est un homme qui a une certaine rigueur dans le travail, qui est un exemple. Si ça ne dépendait que de moi, je dirais au chef de l'État de faire de lui son dauphin en 2028. Non, vous allez trop loin. Si ça ne dépendait que de moi. Cher professeur, président, heureux anniversaire à vous. Plein de bonnes choses. Merci. Cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Chris Mukuna pour votre invitation. Et très belle émission, présentation avec maestria. En tout cas, vous avez... flatter, Très bien, merci de répondre à notre invitation. Elvis Meti, merci également à vous de répondre à notre invitation. C'était les tout derniers numéros de la semaine, mais permettez-moi par ailleurs de saluer quelqu'un qui nous suit certainement depuis son bureau de travail, le président André Kodji de l'ASBEL, Luigi DCO. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, quand même vous allez me le permettre. Mais aussi, passer ces messages, la famille Nzama a la profonde douleur de vous annoncer la mort de leur papa, oncle, grand-père, décédé le 23 août dernier suite d'une courte maladie. Les programmes se présentent comme suit, vendredi 13 septembre, déjà aujourd'hui. Aujourd'hui les 13 ans, voilà. Aujourd'hui, veillée mortuaire à la paroisse Don Bosco dans la salle polyvalente, samedi 14 septembre. Enterrement, c'est communiqué, tient lieu de faire part, signer la famille Zama. Allez, Amoros Andemia, Toussaint Loubaki, Enoch, Dieudonné Massouna, merci de nous accompagner. Chers téléspectateurs, on prend rendez-vous pour le lundi. Merci une fois de plus de renouveler votre confiance sur les antennes de la 10e rue. Télévision, entre-temps, à Slapeta. Allez, on se salue.